Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me tenait à cœur. On va poursuivre la série sur les chandails de LNH. Aujourd'hui, on va parler de Reebok et de la révolution sur les chandails. Alors avant de commencer, évidemment, on met un pouce à la vidéo, on s'abonne, on booste. Merci beaucoup sur le retour de la dernière vidéo, c'était très cool, il y a eu plein de commentaires très sympas. Mais évidemment, pour commencer cette vidéo, il faut que je vous présente un chandail et pas n'importe lequel, un chandail parfait porté en match qui lance cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un chandail que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et qui entre directement dans le top 2 à égalité avec celui que je porte dans ma collection des Canadiens. C'est un chandail qui a été porté en match en 2012-2013 et qui est dans une configuration unique. Il a mis un sacré moment à arriver, il est resté bloqué en douane pendant 2 semaines, mais il a fini par passer et je suis trop content de vous le présenter aujourd'hui. J'avais un chandail porté en match blanc, il m'en manquait un rouge et j'ai réussi à l'avoir grâce à eBay, ce chandail incroyable avec le patch de la Fondation pour l'enfance porté en match par Alex Galchenyuk. Ce chandail, il est dédicacé, je le trouve trop beau. Il a ce patch unique qu'on trouve nulle part ailleurs. On distingue aussi les vrais maillots de match avec le reverse kiss cut qui est sur les numéros. C'est-à-dire que la couche bleue que vous voyez en contour des numéros, contrairement à la plupart des personnalisations, c'est pas une couche de twill qui est en dessous mais au-dessus. Elle vient en superposition du blanc. C'est principalement ça qui permet de différencier les customisations vraiment faites par les intendants des customisations faites soit en boutique, soit par d'autres customisateurs. C'est un chandail en taille 56 et on voit aussi, et ça c'est très important, la matière du nameplate dans le dos qui est aujourd'hui très compliqué à retrouver. Ça aide aussi à authentifier les véritables chandails portés et il y a à l'intérieur le petit tag du club qui permet aussi d'authentifier le maillot. Pourquoi je dis qu'ils sont top 1 à égalité? Il y a des features que je préfère sur l'un et l'autre des deux maillots. Ce que je préfère sur le maillot de Scott Gomez que je porte actuellement, c'est évidemment que j'ai le certificat du Canadien de Montréal qui va avec. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il a plein de marques de match dessus. Donc j'ai vraiment la certitude qu'il a été porté. Le seul problème, c'est que dans le col, il n'y a plus l'étiquette de la taille et je crois, après avoir pris les mesures, que la taille indiquée sur le certificat n'est pas vraiment la bonne. Le certificat indique une taille 58, je pense que c'est plutôt un 56. Et qu'est-ce que je préfère sur celui de Galchenyuk? Évidemment, la dédicace. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir le certificat qui va avec et aussi il n'y a pas de marque de match dessus. Donc je me demande si c'est pas juste un chandail qui a été préparé parce que tous les ans, quand il y a le match de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, les chandails sont ensuite récupérés par le club et mis aux enchères. Et chaque joueur, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, a le droit à son chandail. Donc voilà, ça c'est vraiment mon duo préféré de mes chandails du Canadien. Si je devais en garder que deux, ce serait ceux-là. D'ailleurs, j'en appelle aux fans du Canadien, si jamais vous savez contre qui avait été porté ce patch lors de la saison 2012-2013, merci de me le dire en commentaire parce que j'ai fait mes recherches et j'ai pas réussi à trouver. Je sais que chaque fois, chaque année, il y a un match qui est au profit de la Fondation. Donc je sais que forcément, ce maillot-là, il est obligatoirement authentique, d'autant plus qu'il est authentifié, qu'il a toutes les marques d'authentification. Mais si jamais il y a des geeks du Canadien qui savent sur quel match était porté ce patch, s'il vous plaît, en 2012-2013, mettez-le moi en commentaire. Est-ce que vous voyez une différence entre ces chandails? De prime abord, ils ont l'air identiques et pourtant, ils ont rien à voir. Certains sont portés sur la glace, certains sont commercialisés, ils ont la même tête mais ils n'ont pas été fabriqués dans les mêmes pays. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, les collectionneurs qui débutent, ils peuvent très vite se tromper. Aujourd'hui, on va parler de Reebok Edge et on va voir pourquoi cette révolution n'a pas été comprise. Alors, on va débuter déjà par un peu de contexte. Reebok arrive sur les chandails de LNH en 2005. Et à l'époque, ils s'embêtent pas, ils reprennent exactement ce que faisait CCM avant eux. La seule différence, c'est le changement de logo. Et pour ce qui est des coupes, des designs ou du tissu, c'est exactement pareil. L'année charnière, c'est 2007. Dans le but de dépoussiérer un peu le chandail de hockey, Reebok arrive avec une nouvelle technologie, Edge. L'idée, elle est simple et elle est triple. Moderniser l'équipement du joueur, dépoussiérer le look des chandails de LNH et surtout, évidemment, rebooster les ventes. Sur la glace, le but, c'est d'offrir aux joueurs des maillots plus légers mais aussi plus absorbants. Sur le papier, c'est parfait, c'est vraiment une révolution. Mais dans les faits, la première année de la technologie Edge, elle a été beaucoup plus compliquée que prévu. Le modèle dont je parle, rétrospectivement, on l'appelle le Edge 1.0. C'est celui que je porte actuellement. Ça a été le tout premier chandail de LNH porté avec ce nouveau système et surtout avec ce look unique que moi personnellement j'adore, le petit col en pointe avec le logo de la ligue. Sur le plan purement visuel, il a la tête
du maillot qu'on a vu pendant une dizaine d'années. Mais sur le plan technique, en fait, ce maillot-là, c'était un prototype. Sauf qu'à l'époque, on le savait pas encore. Alors, au niveau du tissu, le tissu, il est beaucoup plus extensible que ce qu'on avait précédemment. On a une coupe un peu plus ajustée, même si ça paraît bizarre de dire ça sur un chandail de hockey, mais c'est pas une coupe droite. C'est une coupe qui, bien que ample et une fois posée sur les équipements, est censée être un peu plus proche du corps des joueurs. Les manches ont été également affinées pour moins gêner les joueurs. Le tissu est censé être ce qu'on appelle moist friendly, c'est-à-dire qu'il est censé être capable d'évacuer la chaleur et la transpiration. Sauf qu'il y a un problème. Les chandails, ils évacuent rien du tout et ils retiennent la transpiration. Ce qui fait que les joueurs ont l'impression d'étouffer dedans et ils se retrouvent même avec de la transpiration dans les gants parce qu'elle perle le long des bras pour couler dedans. Le résultat est un petit peu catastrophique pour Reebok et ils sont obligés de revoir leur copie. Et c'est en 2008 qu'arrive la version aboutie du prototype, c'est-à-dire le Edge 2.0. Là, Reebok, ils ont compris quelque chose. Ce que faisait CCM, en fait, ça avait l'air d'être un petit peu rétro, mais finalement, c'était ultra moderne. Donc ils s'embêtent pas, ils reprennent tout simplement le tissu Air Knit des chandails CCM. Ils revoient un peu leur copie au niveau de la coupe aussi. C'est pas très frappant sur les photos, mais quand on les porte, on le sent. Les manches sont un peu moins longues pour arriver un petit peu plus haut au niveau des gants et laisser aux joueurs la possibilité d'évacuer la transpiration directement via les poignets. Il y a des mèches qui sont ajoutées sous les bras, mais en fait le tissu Air Knit, qui a été inventé par CCM, pour ceux qui ne le connaissent pas, allie à la fois solidité et respirabilité. Parce que le tissu du Edge 1.0 que je porte sur moi, il est très bien quand on est un fan de hockey et qu'on veut le porter, c'est très doux, très cool, mais c'est pas du tout un tissu adapté aux frictions qu'on a sur la glace pendant un match. C'est très élastique, voire trop élastique. Le tissu est pas rigide du tout. Ce qui fait que même pour le commun des mortels qui le porte au quotidien, vous avez très vite fait de faire un accro dedans. Là, en revenant sur le tissu Air Knit, la gestion de la chaleur est bien meilleure et le résultat est tel que le chandail a été gardé une dizaine d'années. Alors généralement, quand on parle de ce chandail, le Edge 1.0 ou 2.0, si vous le recherchez en tant que collectionneur, vous allez taper On Ice ou Made in Canada ou maillot authentique. Parce que oui, ce chandail-là, il était fabriqué au Canada. Et sur le plan commercial, il a été mis en vente, donc il était accessible au grand public. Et la seule et unique différence qu'on avait sur le Edge 1.0 entre ce qui était vendu au grand public et ce qui était porté sur la glace, c'est tout simplement l'étiquette Reebok à l'intérieur du col. Alors que sur le Edge 2.0, pareil, disponible au grand public et sur la glace, la seule différence, c'était en plus de cette étiquette, le fight strap qui était renforcé. Il avait une double couture, alors que sur la version commerciale, qui était en tout point identique par ailleurs, vous aviez qu'une seule couture autour du rectangle du fight strap. Et vous allez me dire, quel est le piège alors ? Le piège, c'est que dans le commerce, il y a pas mal de collectionneurs qui ont pu se faire avoir ou des gens qui ont pu penser acheter le chandail de la glace à cause de la version Indo Edge. Indo Edge, comme son nom l'indique, c'est une version Reebok Edge, mais qui était fabriquée en Indonésie. Et celle-là, elle est à la croisée des chemins entre le réplica et le maillot porté sur la glace. D'un point de vue visuel, quand vous le voyez de loin, il a vraiment des airs de Edge 2.0. Il lui ressemble beaucoup. Bon, la façon de l'identifier au premier coup d'œil, c'est cette bande fluo à l'intérieur du col sur lequel est imprimé le pays de fabrication et la taille. Et c'est piégeux parce que vous avez une taille en chiffres comme sur les chandails qu'on porte sur la glace. Et surtout, vous avez un fight strap à l'intérieur. Donc vous vous dites, moi là, si vous vous y connaissez pas, je suis en train d'acheter ce que portent les joueurs. Mais pas du tout. Si le tissu visuellement, il ressemble au Edge 1.0, quand on le porte et quand on le touche, il est en fait beaucoup plus fin. Et il est beaucoup moins robuste. Il est aussi beaucoup plus léger. Quand on est fan, c'est cool, à porter c'est assez agréable, mais si on est en quête de vraiment du top, c'est pas terrible en fait. Le petit piège aussi, c'est que le côté fluo de l'étiquette de taille qui n'existe pas en fait, qui est juste une bande, ça fait très pro. D'ailleurs, sur certains chandails d'entraînement, il y avait aussi cette bande fluo qui faisait très professionnel, ambiance on gêne pas les joueurs, voilà. C'est souvent la quête des marques de moins déranger les joueurs possible et du coup ça peut entraîner des pièges. Et le Indo Edge, il arrive un petit peu comme alternative aux gens qui n'ont pas envie d'avoir le réplica mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter le maillot Made in Canada. Quand je dis maillot, évidemment je parle de chandail, vous m'aurez compris, les Québécois. Le problème il est où ? Il est que même si les coûts de fabrication sont moindres sur ce chandail là, le prix il est quand même bien élevé. Et il crée aussi la confusion chez les collectionneurs et pour un peu retracer l'historique des chandails de cette période, parce qu'au bout du compte, sur le plan purement commercial, il y avait 4 versions. Vous aviez le réplica classique, lui aussi fabriqué en Indonésie, vous aviez le Indo Edge qui était un faux maillot pro, et ensuite vous aviez le On Ice Edge qui s'est décliné en 1.0 et 2.0, sans parler du fait que ces deux On Ice Edge se déclinent en version commerciale et en version portée stock pro. Encore une fois, la différence étant l'étiquette à l'intérieur du col. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne ? Et malheureusement, ça fait que tous ces chandails-là, comme ils étaient assez chers à leur revente, ils sont aussi chers à retrouver pour les collectionneurs. Et le piège des Indo Edge, c'est de dépenser des fortunes dedans, alors que si on est un peu patient
patient et si on fouille, on peut trouver la même version mais fabriquée au Canada sans dépenser beaucoup plus cher. Si vous voulez un exemple, à l'écran, là, je vous mets un Indo Edge acheté sur eBay et un véritable maillot On Ice, la version stock pro du Edge 1.0 et vous voyez un peu la différence de prix. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo que je voulais faire depuis longtemps parce que les chandails Reebok, pour ma génération, ils ont vraiment été marquants. Vous le voyez pas dans le cadre, mais en haut à droite, j'ai mon tout premier chandail acheté sur internet. C'est une version réplica classique de Cristobal Huet au Canadien. Bon là, les réplicas, j'en ai pas parlé, mais c'était une catastrophe avec Reebok puisqu'ils étaient très fragiles. En fait, je tenais à en parler de tout ça parce que quand moi j'ai voulu un peu me renseigner sur un peu organiser, comprendre comment tous ces chandails Reebok se répartissent, déjà je suis tombé que sur du contenu anglophone, alors ça va que c'est mon métier et que je comprends tout, mais je trouvais ça dommage en fait de pas avoir du contenu en français pour pouvoir bien comparer point par point, tout comprendre et tout distinguer. Je sais aussi qu'à l'époque, autour de 2008 et tout, quand je regardais sur internet, alors j'avais pas les moyens de me payer quoi que ce soit, donc voilà, je pouvais pas trop m'en acheter, mais ça m'intéressait et je me posais beaucoup de questions. Quand je voyais sur les shops officiels, ok là il y a un Indo Edge, là il y a le vrai version On Ice, mais après on compare avec les maillots sur Maigret qui sont portés, on voit qu'il n'y a pas d'étiquette dans le col, tout ça, ça entraîne quand même pas mal de confusion. Malgré tout, et même si aujourd'hui avec Adidas puis Fanatics, la hiérarchisation des chandails est quand même beaucoup plus claire et beaucoup plus limpide, et les chandails Reebok, moi ça reste mes préférés de l'histoire de la LNH, déjà parce qu'ils avaient un style unique et parce qu'ils étaient ultra confortables. Et la petite anecdote de Geekos pour finir la vidéo, si vous regardez les photos portraits du début de saison de 2007, notamment ceux du Canadien de Montréal, vous voyez que le logo NHL, puisqu'à l'époque c'était pas le logo LNH sur les chandails rouges mais NHL, le logo LNH est arrivé qu'en 2015, il n'a pas la même tête que celui qu'on trouvait à la fois en commerce et sur la glace sur la version finale. Ça veut dire qu'il y a eu des chandails prototypes sur lesquels le logo de la NHL était entouré de noir et pas de gris comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ça évidemment pour quelqu'un qui aime bien les maillots ultra niche comme moi, ce sera vraiment trop cool d'en trouver un comme ça, de trouver ce chandail prototype qui a jamais vu la glace mais qui avait été utilisé au tout début de l'arrivée de Reebok Edge. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que si vous êtes passionné de chandail de LNH, ça vous a aidé à y voir plus clair. Encore une fois, on like la vidéo, on s'abonne, on la booste si vous êtes sur mobile, c'est hyper important et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!